Amis internautes, bonjour. Je voulais vous parler d'un aspect assez souvent négligé dans l'histoire de la guerre aérienne de 14-18, le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, par où ce que ça passe, vas-y, vilasse, 3, 4, remplis mon quart. Vive le pinard, vive le pinard. Ceux qui ont fait leur service militaire ont sans doute appris à chanter cette chanson qui date de la guerre de 14-18. Témoignages des pilotes qui sont conservés au service historique de l'armée de l'air nous apprennent quelquefois des choses qui ne sont pas dans les rapports militaires. Fernand Chavannes, un pilote qui était à l'escadrille N112, qui est devenu un as de guerre avec 8 victoires aériennes, a raconté que, à mon avis, on a eu tort de monter un bar avec de l'alcool à l'escadrille. On a eu des sous-officiers vraiment alcooliques qui ne quittaient pas le bar, et naturellement leur performance n'était pas extraordinaire. J'ai jamais pu comprendre comment un type ivre toute la journée prenait son avion et ne se tuait pas. Enfin, c'était comme ça. J'ai dû résister moi aussi, car on prend l'habitude. On prend un verre au bar, puis deux, et puis on se dit demain je serai peut-être mort, alors prenons un autre verre. On n'a pas toujours les idées gaies quand on sème la mort un peu partout. Les soldats des tranchées, le pinard c'est un élément du moral. Visiblement, les pilotes dans les escadrilles, c'en est un aussi. Alors, il n'y a jamais vraiment de problème pour s'approvisionner, et on a même des pilotes qui sont issus de familles de viticulteurs qui ne manquent jamais d'approvisionner le bar de l'escadrille. Vous avez Pierre Violet, un pilote que vous voyez là, qui est tout simplement l'héritier des vins Bire, qui sont produits à côté de Perpignan, vins toniques au quinquennat. Il est devenu un as, il a remporté 5 victoires pendant la bataille de Verdun, avant de se faire abattre. On raconte même que il approvisionnait l'escadrille à tel point que l'as Navarre ramenait de Paris des caisses dans son avion. Vous avez un autre pilote, André Dubonnet, que vous voyez là aux commandes de son Nieuport. André Dubonnet est l'héritier des vins Dubonnet au quinquennat. Ceux qui ont connu cette époque, il y avait la fameuse publicité du beau, du bon, du bonnet qui était peinte dans les murs du métro. Cet alcool qui coule à flot donne parfois lieu à des anecdotes assez cocasses. Une vient du sous-lieutenant Marc Ambrogi, que vous voyez ici, en train de prendre l'apéritif avec les camarades de son escadrille. Il raconte, dans un témoignage qu'il a laissé, que après, il était donc pilote à l'escadrille N90 qui était basée sur le front, à côté de la ville de Toul, sur le front en Lorraine. Et il raconte, après une victoire ou un combat un peu dur, j'étais rentré au terrain et ayant été assez commotionné par ce combat, j'étais vraiment secoué. On avait pris quelques Porto, qui était un apéritif très populaire à l'époque. Il était évident qu'à ce moment-là, on buvait pas mal. J'ai fait le pari stupide de passer avec mon bébé Nieuport entre les tours de la cathédrale de Toul. Je prends mon avion, nous étions au terrain de la Croix de Metz, pas loin de Toul, et les camarades sont allés en voiture vérifier mon exploit. J'ai pris d'altitude et je me suis dirigé tout de suite sur la cathédrale. Et je me suis rendu compte en arrivant à 100 ou 150 mètres que je ne pourrais pas passer. J'ai aperçu à ce moment-là pas mal de fils qui devaient servir probablement à la TSF qui partait des tours de la cathédrale. Je me suis retrouvé coincé, mais j'ai foncé et je suis passé sur la tranche. Mais à un poil près. Je peux vous assurer que ce jour-là, j'étais complètement dessoulé. Ce petit incident nous avait laissé un assez mauvais souvenir. Voilà, des incidents comme ça, il y en a des histoires de beuverie, des problèmes avec la gendarmerie, on en rencontre toujours à longueur de témoignages. Mais il y a un pilote, particulièrement, pour qui l'alcool lui a donné une histoire vraiment cocasse. Je tenais à vous la livrer. Il s'agit d'un pilote complètement anonyme qui s'appelait Pierre Dupont. Pierre Dupont, il était né en 1882 à Bordeaux, et à 19 ans, il décide de s'engager dans l'armée. Il sert pendant 3 ans comme simple soldat au 144e régiment d'infanterie qui est stationné à Blaye, en Gironde. Bon. Au terme de son engagement de 3 ans, il vient s'installer à Bordeaux et il y fait sa vie, se marie, devient père de famille et il se lance dans une carrière de journaliste. Journaliste, il est passionné par l'aviation. Il suit avec intérêt les premières expériences du capitaine Ferdinand Ferber, qu'il rencontre dans un meeting aérien, et il écrit des articles de l'aviation naissante. Quand arrive la guerre, il a 32 ans, à cet âge-là, il est affecté dans un régiment de réserve, et il va combattre au front. Et comme beaucoup de soldats englués dans la guerre des tranchées, il demande à passer dans l'aviation.
Alors sa demande est acceptée en février 1916. Il intègre le cursus des écoles de pilotage et c'est à ce moment-là que nous est connue l'unique photo de Pierre Dupont que voici. Et il obtient son brevet de pilote militaire sur un avion Maurice Farman le 10 juillet 1916 et sa promotion au grade de caporal. À ce moment-là, il a 34 ans passés. Ce qui veut dire que c'est plus un perdreau de l'année. À tel point que l'armée, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, refuse les pilotes de plus de 30 ans. Bon, lui, il passe à travers les mailles du filet, mais il est quand même considéré comme un pilote vieux, on dira de seconde zone, donc c'est sans surprise que son affectation, on l'envoie sur le front d'Orient, à Salonique, où là, le général Joffre y affecte tous les rebuts. Il y envoie des troupes et du matériel de seconde main. Donc Pierre Dupont est envoyé d'abord à Bron, où il est rassemblé avec d'autres pilotes, puis il part à Marseille avec un convoi de troupes, et puis il arrive à Salonique, en bateau, que vous voyez là. Et là, il va être affecté à l'escadrille F-184 de l'aviation serbe, qui est installé dans les montagnes au nord de la Grèce. Alors, la Grèce, on se dit, c'est Mykonos, c'est les vacances. Il faut savoir que la Grèce continentale, il y a des montagnes, c'est complètement aride, ça fait un froid polaire pendant l'hiver et une chaleur de plomb pendant l'été. C'est vraiment une région qui est très isolée et c'est précisément là où se retrouve Pierre Dupont. L'escadrille est stationnée à Verbeni et ils rejoignent cette unité le 3 décembre 1916. Avec quelques camarades, ils sont là dans un complet dénuement et ils sont équipés d'avions Farman F-40 tels que celui que vous voyez ici et ils font des missions de surveillance du front dans les montagnes, ils jouent à saute montagne dans des conditions de vol souvent très difficiles, il y a des vents qui sont très forts et pendant l'hiver évidemment une météo très capricieuse. C'est vraiment dangereux. Il y a une seule chose qui réjouit les pilotes de l'escadrille, c'est on demande toujours un volontaire toutes les semaines pour aller à Salonique, transporter le courrier et en profiter pour faire du ravitaillement. Et peut-être a-t-il gagné à la courte paille, Pierre Dupont, le jour de Noël, le 25 décembre 1916, on lui confie une mission spéciale justement, il doit se rendre à Salonique pour y ramener dans son Farman diverses victoires pour que les pilotes français et serbes puissent fêter dignement la nouvelle année 1917. Alors Pierre Dupont s'exécute et il va faire les courses en ville. Il achète de l'alcool dans divers restaurants ou marchands de vin. Vous pouvez voir ici que les commerçants grecs ont su s'adapter à leur nouvelle clientèle. Peut-être même va-t-il voir quelques dames qui sont très nombreuses à offrir leur charme dans le quartier du Vardar. Bref, et tiens, elle s'appelle Lily celle-là. Et il remonte dans son Farman qui est chargé à bloc et il décolle pour rejoindre son escadrille. Il n'arrivera jamais à Verbeni et il va être porté disparu. On craint dans son escadrille qu'il a percuté le relief dans le mauvais temps. Il faut dire que les plus hauts sommets de la région dépassent les 2500 mètres, ce qui a peu de choses, et le plafond maximum d'un Farman lourdement chargé dont le moteur doit être fatigué par plusieurs mois au front, comme le sont d'ailleurs les Farman de l'aviation serbe. Il faut croire au miracle. Regardez ce télégramme. Il est daté du 9 février 1917 et il indique que le pilote est sain et sauf, mais prisonnier des Autrichiens, des troupes austro-hongroises, suite à un atterrissage accidentel à Elbasan, en Albanie, c'est à près de 120 km de son escadrille. Alors, voilà le paysage. Vous pouvez voir qu'il est passé à travers des montagnes. Il n'est pas passé par-dessus, il est passé dans des vallées, par une météo où il y avait de la brume et un très fort vent. Il faut savoir qu'il y a quelques jours plus tôt, un appareil de l'escadrille a dû faire face à un vent de 120 km/h, c'est-à-dire un vent qui soufflait plus vite que la vitesse de pointe du Farman. Le Farman a dû retourner à son escadrille, attendre que le vent se calme pour effectuer la mission. Dans ces conditions, il a réussi à aller jusqu'à Elbasan, vous voyez où est la carte, ce qui en fait, le premier pilote à avoir traversé les montagnes de Grèce. C'est pas un mince exploit, parce que c'est seulement 6 mois plus tard que cette première traversée est officiellement faite, par un pilote qui est doté d'un avion autrement plus performant et qui cherchait à explorer une voie de convoyage des avions qui sont remontés en Italie à Otrante et qui étaient convoyés en vol à Salonique pour les pilotes du front. On apprend des choses dans les mémoires d'un pilote serbe qui s'appelle Sava Mikic et qui raconte que d'après les souvenirs de soldats autrichiens qu'il a collectés, ceux-ci ont rencontré un Farman qui était écrasé dans le vent. Tout autour de lui, il y avait un nuage de ce qui pensait être de la neige, mais en fait c'était des confettis. Ils ont extrait de l'avion écrasé un pilote qui était couvert d'alcool. Toutes les bouteilles d'alcool qu'ils ont transportées se sont brisées dans le choc et il était véritablement noyé dans l'alcool. J'en vois déjà qui se marrent et qui se disent Pierre Dupont
a abusé des produits qu'il a transportés et voilà, il était sous, il a réussi à traverser des montagnes de Grèce, malgré ça, bel exploit. Cependant, Pierre Dupont a eu bien plus de mérite que ça. Pourquoi? Il a terminé la guerre dans un camp de prisonniers austro-hongrois et il est libéré à la fin de la guerre. Il revient en France et il reprend son activité de journaliste. Il publie même en 1922 un livre sur la corrida. Puis il s'installe à Rennes. Il travaille au journal Ouest Éclair en 1926 et signe plusieurs articles sous le pseudonyme de Pierre Haël sur des sujets très divers, dont l'aviation d'ailleurs, et il signe en tant qu'ancien pilote militaire et il plaide dans la longueur d'articles pour le développement du transport aérien. Il ne va pas faire une longue carrière de journaliste parce qu'en 1927, le 10 septembre 1927, il décède des suites d'une crise, d'une maladie qui a ramené du front d'Orient, le paludisme. Il faut savoir que le paludisme était endémique au début du siècle, en Grèce, et il a fait plus de ravages dans les rangs de l'armée d'Orient que du fait de l'action de l'ennemi. On compte même une note de l'armée d'Orient au mois de septembre 1916 qui indique qu'à peu près 40% du personnel est très affaibli par cette maladie, 40% des pilotes, des mécaniciens, etc. C'est un exploit. C'est un pilote qui a été affaibli et qui a sans doute été pris par un fort vent et qui s'est battu comme il a pu et a réussi la traversée des montagnes de la Grèce, ce qui rend son exploit encore plus important. Pierre Dupont, je bois à votre mémoire.